Alors, un chercheur, moi je suis le chercheur de base, je suis à l'école depuis, je sais pas, depuis 1980. Ah oui, bah, je suis en train de me présenter, voilà, je suis chercheur à l'école depuis 1980 au laboratoire de météorologie dynamique, mais je suis plutôt matheuse. Et, et dès que j'ai pu... Alors voilà, qu'est-ce qui se passait il y a très longtemps? Il y a très longtemps, quand on publiait, naturellement, tout n'était qu'imprimé. Vous n'avez pas connu cette époque, mais le web n'existait pas, les moteurs de recherche n'existaient pas. Nous n'avions même pas les éditeurs de texte. Un chercheur, il écrivait manuscrit, il donnait ça à la secrétaire qui tapait. Bon, ma génération, on a tapé nous-mêmes. C'était ça l'innovation. C'est que ma génération, on n'avait plus besoin des secrétaires. Mais ensuite, on l'envoyait à l'éditeur. Et l'éditeur le mettait, moi j'ai des souvenirs très précis, par exemple les comptes rendus de l'Académie, c'était fait au marbre. Les comptes rendus de l'Académie, vous n'avez pas le droit de publier plus de 4 pages. Donc j'apportais 5 pages à l'imprimeur de l'Académie, et au marbre, mais j'ai vu ça de mes yeux, il changeait la police de caractère un petit peu, il resserrait la mise en page, ça passait à 4 pages. Mais c'était, vous savez, comme Gutenberg, hein, les petits caractères au marbre. Ça, c'était un merveilleux éditeur qui s'appelait Gauthier Villars, qui malheureusement a été racheté par Elsevier, et résultat, les comptes rendus de l'Académie, depuis assez longtemps, sont publiés par Elsevier. Je vous le dis ça comme ça en passant. Et alors, donc, un chercheur travaillait comme ça, à l'époque. Et c'était assez... On n'avait aucun problème avec les éditeurs, parce qu'on comprenait très bien leur travail. Leur travail, c'était de distribuer nos articles, et il n'y avait aucune autre façon de les distribuer. Donc, ça passait par des abonnements, ça passait par des envois par la poste, ça passait par... Bon, et puis imprimé, donc il y avait vraiment un travail matériel réel. Et on leur donnait notre copyright parce que c'était la tradition, on va dire, comme ça. Et les éditeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand notre article était publié, ils nous envoyaient ce qu'on appelle des reprints. À l'époque, ça s'appelait déjà des reprints, à peu près une cinquantaine de petites versions de votre article, mais fascicule, tu vois, pas tout le numéro, juste ton fascicule. Et ils nous demandaient de l'envoyer à tous les gens qu'on connaissait. C'était à nous, chercheurs, de faire la publicité. Bah, c'était la publicité pour notre article, donc on était très contents, mais c'était aussi la publicité pour l'éditeur, parce que l'éditeur lui-même n'avait pas accès à son public facilement. Tu comprends? Donc, j'insiste sur ce point, parce que c'est le reprint qui fait foi. Pourquoi? Parce que c'est la version publiée, ça veut dire la version acceptée par le comité éditorial, dans la mise en page de l'éditeur, et avec les bons numéros de page. Parce que qu'est-ce que c'est la recherche? La recherche, c'est constructif. Hein. Un chercheur, dans sa vie, d'abord, il a très peu d'idées, et il construit sur l'ensemble des idées qu'il a appris qui viennent du passé. D'accord? Et sur l'ensemble des idées auxquelles il accède grâce à ses collègues, et en particulier grâce aux articles de ses collègues. Donc, le dialogue scientifique qui passe par les articles, c'est essentiellement citer les uns et les autres. C'est très important parce qu'on s'appuie les uns sur les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'insiste beaucoup, qu'il faut maintenir, à mon point de vue, les choses vont peut-être changer dans le futur, ça sera à votre génération de le faire, mais disons, ma génération, on croit encore que le peer reviewing est très important, parce que c'est le seul moyen, moi, quand j'écris un article, j'ai besoin qu'on vérifie si j'ai pas des erreurs, et des erreurs qui pourraient être graves, parce qu'une fois que c'est publié, c'est trop tard. Quand l'article est publié, justement dans le passé, ça restait de toute éternité dans les bibliothèques. Alors si vous aviez une erreur, c'est embêtant, c'était pas bon. Donc le rôle du référé, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et de vérifier que votre article est original. Parce qu'en toute bonne foi, un chercheur, il croit que c'est lui qui a eu cette idée. Et puis un référé qui connaît très bien le domaine. Alors il faut naturellement... Là, on parle d'articles extrêmement techniques, de revues extrêmement techniques. Hein. Donc... surtout quand on est jeune, moi j'étais au début de ma carrière, vous pouvez très bien croire en toute bonne foi que tout ce que vous avez fait est original, et puis on va trouver, surtout à l'époque, vous n'avez pas connu cette époque, mais il y avait encore l'Union soviétique, et ils publiaient en russe. Donc alors à chaque fois, ça arrivait assez souvent qu'un référé disait « Ah, mais il y a un article publié en russe qui fait la même chose. » Donc votre article est refusé. Bah, c'était le risque que tu courais. Hein. Et donc voilà, ça c'était le vieux temps. Et dès qu'il y a eu du web, vous savez, ça date des années 90, milieu des années 90, moi j'ai tout de suite fait une page web, immédiatement, mais il y a au moins maintenant, oui, vers 95. Pourquoi? Parce que j'avais mal au cœur. J'avais donc mes 50 copies de tir à part. Mais je recevais de plein de collègues à l'étranger, je sais pas, des gens en Afrique, des gens, etc., en Inde, qui me demandaient mes tirs à part, parce qu'eux n'avaient pas les abonnements. Donc pour eux, c'était absolument vital que je leur envoie mes tirs à part.
Mais en général, ça ne suffisait pas. Donc après, il fallait que moi, je fasse des photocopies. Etc. Et je me souviens très bien qu'à la fin de l'année, il m'est arrivé plusieurs fois, bon, ça va être enregistré, je suis un peu embêtée, j'avais une petite pile comme ça, auquel je n'avais pas eu le temps de répondre, c'est parti à la poubelle. Et j'avais plus que mal au cœur, parce que j'avais simplement pas le temps matériel de faire toutes les photocopies, de répondre, tu vois. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai fait un site web, et ça, je voulais vous le montrer, mais disons, c'est ce site web, wavelet.ns.fr, dans Publications. Vous trouvez toutes mes publications en version, la version du public. Alors, je dis publisher, vous allez faire, je vous préviens tout de suite de mon vocabulaire. Publisher, ça veut dire éditeur au sens français, parce que editor, au sens anglais, c'est autre chose. Éditeur, c'est le comité de rédaction de la revue qui fait tout le travail d'évaluation et on les appelle éditeurs. Alors méfiez-vous quand vous lisez des articles en français, souvent à cause de, il y a des erreurs de traduction et on vous dit par exemple les éditeurs, au sens les éditeurs, sont payés. C'est faux. Les éditeurs ne sont pas payés. Moi je suis éditeur, j'ai été dans plusieurs revues de maths et je suis encore dans une et on n'est pas payé. Mais c'est le publisher qui, lui, est payé, parce qu'il se fait payer traditionnellement par les abonnements, et maintenant, il essaie de se faire payer par ce qu'ils appellent Author Processing Charge, c'est-à-dire l'auteur qui doit payer. Alors, je reprends. Il y a un site web, et ça, c'est super important, parce que c'est comme maintenant, vous mettez votre article sur soit votre propre site web, soit le site web de votre institution, de votre laboratoire, par exemple, soit HAL. Vous avez par chance, je ne veux pas faire de publicité, mais franchement, il faut quand même remercier Google Scholar. Google Scholar moissonne tous les sites web de la planète et votre article, tout le monde le voit. C'est-à-dire, par mots-clés, on trouve votre article très très facilement, où que vous le mettiez. Donc moi, je le mets sur mon propre site web et il est trouvable sans aucun problème par Google Scholar. Alors, mais quel est le problème que j'ai? C'est que moi, je mets la version publiée. C'est enregistré, hein. Or, j'ai signé un copyright agreement, donc je suis en faute par rapport à la loi. Alors maintenant, je vous raconte un peu autre chose. C'est la suite, hein, tout ça, c'est la suite. On va passer à cette partie-là, si j'arrive à monter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, j'ai été nommée au comité d'éthique du CNRS. Bon, je n'ai pas candidaté, hein, c'est une nomination et on n'y peut rien. Donc, voilà, j'ai accepté d'en être. Mais je me souviens très bien, j'avais mis une condition. J'avais dit je ne m'intéresserai qu'à des problèmes éthiques solvables internes au CNRS. Et par chance, j'ai une collègue de l'école de physique-chimie, Laurette Tuckerman, que vous connaissez peut-être, qui m'a signalé qu'elle, chercheur CNRS, n'avait plus accès aux revues Elsevier parce que l'école de physique-chimie où elle était avait refusé l'abonnement. Ça coûtait trop cher, ils ne pouvaient plus payer. Mais Elsevier avait eu le culot d'aller trouver le CNRS, de demander au CNRS la liste des chercheurs CNRS qui était physiquement à physique-chimie pour couper les accès. Alors que le CNRS, à l'époque, payait 4 millions par an pour les revues d'Elsevier. Alors là, j'ai dit, bon, je tiens mon problème éthique. Voilà. Alors, à l'époque, je connaissais absolument rien, hein, parce que le chercheur de base, et vous verrez, beaucoup de nos collègues, on est trop débordés de travail. Aussi longtemps que nos articles sont publiés, on ne veut pas savoir comment. Quand on signe, on veut que l'article soit publié le plus vite possible, on signe sans lire naturellement la feuille de papier, etc., etc. Donc, j'étais comme le chercheur de base, je ne savais pas comment ça marchait, je ne veux pas chercher à le savoir. Donc là, j'ai fait une enquête. La première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir, il y a des lawyers, comme on dit, des juristes au CNRS qui sont pour nous conseiller quand même, a priori. Je vais les trouver avec une série des copyright agreements, en leur demandant, en leur expliquant, moi je mets ça sur mon site web, j'ai signé le copyright agreement, quel risque je cours? Voilà. Et là, ils m'ont répondu, non, je ne peux pas vous dire, nous, on connaît la loi des brevets, on ne connaît pas le copyright, parce que votre copyright vous appartient à vous, chercheurs en propre. C'était grave. Je veux dire, mon employeur qui me force à publier au maximum, parce que c'est comme ça que je suis évaluée, en même temps, il se fiche que je dois signer le copyright agreement, et en signant le copyright agreement, je donne la possession légale de mon travail, parce qu'un article, qu'est-ce que c'est? C'est du texte. Bon, souvent des équations, des figures qui peuvent être des simulations numériques qui ont coûté très cher, et des tables de données. Eh bien, quand vous signez le copyright agreement, vous donnez la possession légale de tout ça. Par exemple, si j'écris un autre article et que je veux réutiliser une figure dans un autre article, je n'ai pas le droit, parce qu'elle ne m'appartient plus légalement, elle appartient à l'éditeur, au publisher. Voilà, donc j'étais choquée qu'on n'avait pas de soutien du côté CNRS. J'ai pris un juriste de droit d'auteur français, privé, et je lui ai demandé d'étudier la question. Et il m'a dit, je vous le dis, j'essaie de le dire très vite,
En loi américaine, en loi du copyright, je suis en faute. Et comme la majorité des revues dans lesquelles je publie relèvent du copyright, je suis en faute. Mais il faut naturellement déjà que le publisher me poursuive. Et s'il me poursuit, je suis condamné aux États-Unis. Mais après la mise en application en France, je prends un juriste français et en loi française, le copyright agreement que vous signez n'a aucune valeur. Parce que c'est toute la différence entre droit d'auteur et droit du copyright. C'est des traditions qui sont vraiment très très différentes. Le copyright agreement qu'un chercheur signe, c'est assez hallucinant. Souvent on écrit des articles avec plusieurs chercheurs. Il suffit qu'un des chercheurs le signe pour que ça engage tous les autres. Et engager les autres, ça veut dire que ça donne le copyright pour toute la durée de vie des auteurs, plus 70 ans après sa mort. Ça couvre plus d'un siècle. D'accord ? Donc pendant plus d'un siècle, ça leur appartient. Et donc en loi française, ça n'a pas de valeur, parce qu'en loi française, vous gardez toujours le droit moral, c'est plus compliqué, vous avez la notion de droit moral et de droit patrimonial, et surtout, le copyright agreement qu'on vous fait signer n'est pas un contrat. C'est en droit français, ça doit être un contrat. C'est-à-dire que la partie en face doit signer, ce qui n'est jamais le cas, et il doit y avoir compensation. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment payé pour ça. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on les poursuit pour contrefaçon. Je veux dire, le jour où ils veulent vraiment nous faire la guerre, on prend des lawyers français, on applique le droit français, parce que c'est revendu à mon employeur, le CNRS, qui est de droit français. Je travaille sur le sol français, je suis chercheur français, donc j'applique la loi française. Et la loi française, c'est illégal, donc je leur demande d'annuler toutes les publications que j'ai, de détruire tous les numéros dans lesquels j'ai mes publications, et on les poursuit pour contrefaçon. Voilà. Bon, il faut des très bons lawyers, et comme eux font beaucoup de bénéfices, ils ont des très bons lawyers. Moi, le CNRS, ils en avaient quelques-uns spécialistes de brevets. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ah oui, une chose que je voulais vous dire. Donc, je me suis mis à réfléchir à ces questions de comment ça se passe. Mais il y a quelqu'un qui m'a rendu un service absolument énorme, et qui, sans le savoir, il a déclenché beaucoup de choses. Il est dans la salle, par hasard, on ne s'était pas donné le mot, c'est Jacques. Parce que Jacques l'a fait. Je suis allée le trouver, je faisais une enquête sur comment fonctionnent les abonnements, comment les éditeurs, les publishers négocient les abonnements. Un chercheur ne le sait pas, ça. Et Jacques m'a raconté le cas de la négociation entre Elsevier et l'Université Paris 6, UPMC, et il m'a donné des détails vraiment qui m'ont appris plein de choses. Et je lui ai demandé le service, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais l'écrire toi-même et le signer? Parce que là, c'est un témoignage de première main, c'est plus fort. Et il l'a fait. C'est l'annexe 3 qui est dans l'avis du comité d'éthique. Et alors ça, vous le trouvez sur ce site. Donc vous allez... Alors là, c'est un site un peu caché. Donc vous prenez le site Wavelets, mais vous ajoutez boycott Elsevier. Ça, Google ne le trouve pas, ça. Et ensuite, vous avez toute une série de pages, et vous avez dans la page Marie Farge, avis d'éthique CNRS. Et l'annexe 3, c'est le témoignage de Jacques, et j'en ai aussi fait une traduction anglaise. Pourquoi? Parce que ce témoignage a joué un rôle très important. Je l'ai montré à Tim Govers, c'est un ami que je vois très souvent, et on s'était vu à Paris le 12 janvier, on discutait des problèmes parce que c'est l'époque, c'était toutes les discussions, vous avez certainement des gens ici qui ont participé, sur le Research Works Act, et aussi SOPA PIPA, vous vous souvenez, il y a fin 2011, début 2012. Et là, Tim m'avait raconté qu'il y avait, je crois, un article dans le Guardian qui montrait que Elsevier avait financé 2 congressmen, un républicain, Issa, et une démocrate, Maloney, pour déposer le Research Works Act, qui, en gros, je simplifie à l'extrême, donnait le contrôle de tout ce qui est publication en open access aux publishers. Donc on a dit ça, on n'en veut pas, avec Tim on discutait, non ça va pas. Et je lui ai donné à ce moment-là l'avis au comité d'éthique et je lui ai montré le témoignage de Jacques. Et ça, Tim ne savait absolument pas. Et comme tout chercheur de base, on ne sait pas comment les publishers revendent nos articles aux bibliothécaires. Et surtout, ils emploient des méthodes qui sont des méthodes de marchand de tapis. C'est-à-dire, c'est du genre, ils font ce qu'on appelle le bundling. Vous ne pouvez pas acheter une revue comme ça. Ils vous fourguent les 2000 revues d'Elsevier. Et je ne rentre pas dans d'autres détails, c'est des contrats d'une complexité absolument incroyable. Et de facto, les gens qui négocient avec Elsevier, ils sont obligés de dépenser une énergie, un temps, des subtilités. C'est très, très complexe. Et comme je vous l'ai déjà dit,
À cause du fait que le droit d'auteur est possédé, mettons par Elsevier ou par Springer, par ses publishers, les négociations se font, ce n'est pas des marchés publics normaux, c'est une exception à la loi des marchés publics. Donc ils ne sont pas mis en concurrence, on ne peut pas les mettre en concurrence, et le contrat est secret. Et le secret, c'est dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des bibliothécaires qui ont essayé de révéler les sommes, il y en a qui ont été poursuivis. Alors, Tim vient de mettre, il y a quelques jours, comme tu l'as très bien signalé, le 24 avril, Tim a mis sur son site, alors maintenant vous les avez dans Blogs, et il y a plein de blogs, c'est en particulier le blog de Tim, parce que ce que je vous raconterai après, là, son premier, le blog qui a déclenché tout, mais là il a mis le blog du 24 avril, je l'ai mis, il me l'a envoyé, je l'ai mis le jour même, donc il y a la version où il y a les prix anglais et les prix américains. Mais d'après ce que j'ai regardé récemment, il a enlevé la partie prix américain, parce qu'il a dû avoir des menaces ou des trucs comme ça. D'accord. Donc si vous allez là, vous avez la version avec les prix anglais et américains. Non, ils sont très très violents, les publishers. Faut pas. Bon, en plus, ils ont que ça à faire. Hein. Ils écrivent pas les articles, c'est nous. Alors, dans Blogs, vous trouvez le blog de Tim, où le 21 janvier 2012, il a mis sur son blog, qui est un très très bon blog de maths. Hein. Pour les matheux dans la salle, je vous conseille de lire son blog aussi pour les maths. Hein. Et dans son blog, il a dit, à partir de maintenant, je ne publierai plus, je ne serai plus référé et je ne serai plus éditeur dans les revues d'Elsevier. Et je conseille à d'autres d'en faire autant. Alors là, qu'est-ce qui a marché? Il y a deux groupes qui ont rendu un service énorme. C'est les hackers. Les hackers, ils ont tout de suite envoyé ça à travers, je ne sais pas comment exactement, en tous les cas, ça atterrit aux États-Unis et quelqu'un, 2 jours après, avait fait un site web où chaque chercheur allait cocher « Je ne veux plus référer, je ne veux plus publier, je ne veux plus être éditeur ». Alors, c'est le site The Cost of Knowledge. Bon, aux jeunes dans la salle, vous allez peut-être être choqués, mais moi, je ne vous conseille pas de le signer. C'est les gens de ma génération, les gens qui ont un poste permanent, qui peuvent dire zut à tout le monde. Et malheureusement, par les temps qui courent, on va être de moins en moins, ces gens-là. Vous n'allez pas avoir la même sécurité que nous, on a. Donc, c'est à ma génération de faire toute cette bataille. Et je ne vous conseille pas de vous engager trop là-dessus. Je vous conseille de vous engager sur mettre en place des nouveaux systèmes. Mais pas boycotter les systèmes existants parce que vous tirerez une balle dans le pied. Parce que vous avez d'autres co-auteurs. Vous allez mettre mal vos co-auteurs. Vous allez rentrer dans des discussions qui seront compliquées. Vous voyez ? Mais bon, quand vous avez votre poste permanent, là, vous y allez, mais pas avant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai dit les hackers, mais il y a un autre groupe qui a été exceptionnel. Les journalistes anglais, ils étaient au courant de tout. Pourquoi? C'est une chose que j'expliquais aussi. Alors, si vous allez dans Avis, éthique CNRS, c'est là qu'il y a le rapport pour le comité d'éthique. Bon, je vous conseille de le lire parce que j'explique vraiment le système de façon assez détaillée. Et je mets aussi toute la bibliographie qui m'a servi à écrire cet article. Et dans la bibliographie, vous voyez, par exemple, il y a un rapport de Morgan Stanley 2002, c'est Laurette Tuckerman qui me l'avait signalé, qui est génial, ça vaut son pesant d'or, parce que les banques, là, on est en 2002, ils avaient découvert la poule aux œufs d'or. Ils expliquaient aux gens qui voulaient investir de l'argent que ce qui rapportait le plus d'argent, c'était d'investir dans la publication scientifique. Regardez, ils sont complètement idiots. Ils travaillent gratuitement, ils sont référés gratuitement, ils font tout le peer reviewing gratuitement, et puis quand l'article est accepté, ils donnent leur droit d'auteur. Alors, Laurette, elle a un très bel exemple, une très belle image quand elle explique ça. Elle dit, c'est comme vous avez une maison, vous possédez votre maison, vous faites venir un peintre, il vous peint la maison, et puis en fait, vous êtes obligé de lui donner la maison pour qu'il part avec la maison, quoi. Vous voyez, c'est à peu près ça au point de vue commercial. Voilà. Donc, eh bien, les journalistes de la finance, ils savaient très très bien comment ça fonctionne. Seulement, ils ne le disaient pas. Mais dès qu'il y a eu le boycott, un des tout premiers, vous allez maintenant dans Newspaper, vous verrez un article des The Economist, hein, c'est quand même la revue de droite, vraiment plutôt pour les gens de la finance, du 4 février. Le team a démarré le boycott le 21 janvier. Le 4 février, on devait en être à 2000 personnes qui avaient signé. Un superbe article dans The Economist qui s'appelle « The Price of Information », où il finit l'article « Publisher needs scientists more than scientists needs publisher ». Il y a une autre phrase que je passe. Et la dernière phrase, c'est « Beware of the academic spring ». Donc, ils nous ont fait une pub pas possible. Et après, c'est la presse. Et la presse anglaise, le Guardian, après le New York Times, etc. Super pub. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des articles partout dans la presse qui disaient les chercheurs, ils sont opposés, ils sont très mécontents
des éditeurs qui les exploitent. Ils sont très mécontents du Research Works Act, parce qu'on avait mis ça comme priorité de choses à laquelle on était opposés. Eh bien, le 27 février, Elsevier a annoncé publiquement qu'il ne soutenait plus le Research Works Act, tout simplement parce que les deux congressmen avaient passé un coup de téléphone en disant « C'est quoi ça, vous ne nous avez pas prévenu là ?» Je croyais que là, on découvre que les chercheurs, ils ne sont pas contents. Donc vous arrêtez, c'est pas bon pour notre... c'est pas bon politiquement, quoi. Bon, mais Elsevier est très fort. Donc on avait gagné quand même une toute petite bataille. Mais après, ils sont allés attaquer côté anglais. Donc les États-Unis, c'était plié. Là, ils ne pouvaient pas avoir le Research Works Act. Ils sont après allés attaquer du côté anglais au mois de mai. Tout ça, vous le trouvez sur le site web dans Déclaration. J'arrive pas à le faire monter, descendre, je ne sais pas comment. Je vais le monter comme ça. Dans Déclaration, vous verrez qu'à partir du mois de mai, il y a des déclarations, en particulier David Willett, qui est le ministre de la Recherche, l'équivalent du ministre de la Recherche anglais, qui dit toute recherche qui sera payée par de l'argent du Research Council anglais, c'est en gros l'argent public anglais, et l'argent de la Wellcome Trust, qui sont plutôt de l'argent privé qui finance la recherche, doivent être mis en open access. Mais sous l'influence des publishers en gold open access. Ça veut dire l'auteur paye. Et ça ne gêne pas apparemment les Anglais de dire « Mais non, c'est pas grave, on prend sur l'argent des contrats. Et on donne aux publishers ce qu'ils nous demandent. » Et oui, alors après, c'est l'Europe. Là, j'en suis qu'à l'Angleterre. Là, c'est l'Angleterre qui paye pour l'instant, dans ce premier exemple. Là, au mois de mai 2012, c'est l'Angleterre qui s'engage. Mais bien évidemment, donc là, bataille gagnée par les publishers, clair. Et bien après, ils partent à Bruxelles. Fin mai, vous avez une déclaration de Nelly Cruz, qui est quand même la vice-présidente. Vous la trouvez aussi sur mon site web, la déclaration. Elle est quand même la vice-présidente de la communauté européenne et en charge de tout ce qui est effectivement numérique, etc. Elle annonce, et j'ai sur le site son texte, que effectivement, dans le cas du nouveau programme Horizon 2020, qui a un énorme financement de la recherche, je dis de mémoire, je crois que c'est 80 milliards, je ne sais pas si... Si, je crois que c'est l'ordre de grandeur, c'est énorme. Toute recherche qui sera financée sur cet argent doit être mise en open access, gold ou green. Donc gold, c'est l'auteur qui paye, green, c'est le repository. Mais attention, les repositories, les publishers nous interdisent de mettre la version reprint, c'est-à-dire après publication. Il ne faut pas le mettre dans leur format à eux. Il faut mettre soit notre préprint, soit même certains nous interdisent. Il faut mettre la version avant peer reviewing, parce que bien évidemment, ils considèrent que le peer reviewing leur appartient. Et alors là, il faut que je vous explique très vite, les éditeurs, donc nous, on travaille pour eux, de facto. On n'est pas payé. Et surtout, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on n'a aucun cadre légal. C'est-à-dire les membres des comités éditoriaux, en tout cas moi, les revues dans lesquelles je suis, on m'a jamais, je ne demande pas d'argent bien évidemment, mais je demande quand même un contrat. Je veux dire, je veux qu'il y ait un cadre légal. Et il n'y en a pas. J'en ai jamais vu. Donc, ça veut dire que c'est les publishers qui possèdent tout. C'est eux qui possèdent les titres des revues. Et alors, suite au boycott, parce que je suis éditeur dans une revue de maths qui malheureusement a été rachetée par Elsevier, parce que quand les investisseurs, les gens des finances ont montré qu'il y avait une poule aux œufs d'or, il y en a qui se sont précipités pour racheter vite tous les éditeurs. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 1990, il y avait plein de maisons d'édition qui étaient bien, qui se faisaient une concurrence loyale, on va dire, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais quand en gros, Elsevier a racheté Pergamon, a racheté aussi Academic Press, en a racheté beaucoup, c'est devenu un monstre. Et une fois que c'est un monstre, c'est trop tard, on s'en rend même pas compte. Et nous, éditeurs de la revue, on n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'ils nous vendent sans nous en parler à nous, les éditeurs. On se retrouve tout d'un coup, ah bah tiens, ton journal, il est chez Elsevier maintenant, et on ne nous le demande pas. Donc quand on a démarré le boycott, l'idée, c'était bien évidemment que les revues qui sont chez Elsevier, on quitte Elsevier. Mais comment tu fais? Tu vas où? Il n'y a pas de vrai système alternatif aujourd'hui. C'est ça le problème. Si c'est pour aller chez un autre éditeur, on va se retrouver dans le même cas de figure. Et surtout, on ne peut pas partir, on est piégé, vu que le titre de la revue leur appartient. C'est-à-dire le comité éditorial, s'il part, il doit trouver un autre titre. Et le premier journal va continuer à vivre. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs journaux, Topologie par exemple. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est des détails techniques, mais la fin de ce que je voulais vous raconter, c'est que c'est ce que vous trouvez ici dans Diamond Open Access, il faut monter un système alternatif. Et je vous dis en une phrase la définition, pour moi, du Diamond Open Access, c'est notre groupe Cost of Knowledge. On a en fait une adresse électronique privée,
où on s'écrit, beaucoup. On a fait beaucoup de brainstorming sur quel système on veut mettre en place, comment remplacer le système existant. Et un truc sur lequel on a convergé très très vite, c'est qu'il faut que le comité éditorial ait une existence légale et que ce soit lui qui possède le titre de la revue. Et dans ce cas, les publishers ne sont plus les possesseurs, en anglais c'est content owner, c'est-à-dire ils ne possèdent plus les articles au sens comme ils le font actuellement. C'est le comité éditorial qui contrôle, qui a le titre de la revue. Ce sont les auteurs qui gardent leur copyright parce que les articles sont publiés en Creative Commons License. Donc les auteurs possèdent leur article et le publisher devient un service provider. C'est-à-dire que nous, comité éditorial, si on a besoin, effectivement, si on n'a pas envie de s'embêter à s'occuper de toute la mise en ligne, la publication, on fait appel à un publisher, mais on les met en concurrence. Et ça, ils ne sont pas habitués à être en concurrence. Donc là, ils deviennent service provider. Et la concurrence doit aller un cran plus loin, mais ce n'est pas vraiment prêt, en tout cas pas pour les sciences exactes actuellement, sauf un cas particulier. Il faut qu'on ait des plateformes éditoriales, c'est-à-dire les outils. Maintenant qu'on parle de tout électronique, hein, on s'est plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'on parle de tout électronique. Maintenant, de quoi on a besoin? On a besoin de plateformes électroniques qui aident les comités éditoriaux à faire le travail d'éditeur, au sens éditeur anglais, et qui fassent la mise en ligne, qui fassent aussi... Il y a tout un travail très technique de catalogage, de métadonnées, parce que c'est bien gentil si vous mettez votre revue sur le site web et que vous n'êtes pas bien moissonné, c'est-à-dire que les moteurs de recherche ne vous trouvent pas facilement, votre truc, vous allez perdre vous risquez de disparaître. Et surtout, à terme, on ne sait pas très bien qui va contrôler le web. Hein. Aujourd'hui, c'est Google Scholar, mais on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça et récupérer le contrôle de cette mise en ligne. Et il faut que ce soit fait de façon très professionnelle. Donc là, de quoi on aurait besoin? On aurait besoin de professionnels, mais qui travaillent au service des journaux, donc des chercheurs. Et pour moi, ça fonctionne exactement dans le même esprit qu'un centre de calcul. C'est-à-dire, on comprend très bien que la production de la recherche, c'est financé par de l'argent public, parce que c'est du long terme, c'est bien. Mais produire des résultats de la recherche sans pouvoir les publier, ça ne sert à rien. Donc il faut intégrer le fonctionnement de la publication au fonctionnement de la production de la recherche. C'est-à-dire, tout comme on nous finance des centres de calcul, on doit nous financer des plateformes qui nous feront la mise en ligne des articles. Et ça aura plein d'avantages aussi, parce que ça permettra aux plateformes en question de mettre les journaux en concurrence. Parce qu'ils diront, votre journal, vous avez un journal, vous en êtes très fier. Mais le peer reviewing, il y a des journaux qui fonctionnent bien et il y a des journaux qui ne fonctionnent pas bien du tout. Vous avez le même éditeur depuis 40 ans, vous avez un réseau de copains qui ont complètement phagocyté le journal. Ce n'est pas très sain. Donc, le jour où il y aura ces plateformes où on pourra publier gratuitement, ça sera un avantage. Les journaux voudront y aller, mais là, on va leur demander quand même de rendre des comptes, de montrer quelles sont leurs règles de pratique de peer reviewing. Et ça permettra de remettre un petit peu, de renforcer le truc. Et j'ai un truc aussi auquel, personnellement, je tiens beaucoup, mais je veux pas, on gardera ça peut-être pour la discussion. J'ai aussi l'idée que le jour où on aura ces plateformes, on pourra faire des innovations. Et une innovation, c'est de faire du open peer reviewing. C'est-à-dire que le peer reviewing sera fait collectivement, sous la responsabilité et le contrôle du comité éditorial, mais au lieu que ce soit les éditeurs qui aillent chercher des référies, on laissera l'article en open access et on laissera des référies se proposer. Et j'ai même dans l'idée la chose suivante qui vous intéresse, vous les jeunes, c'est que le comité éditorial qui quand même, c'est lui qui prendra la décision d'accepter ou de refuser, il classera aussi, il décidera pour l'article, mais il décidera aussi quels sont les bons rapports de référie. Parce que moi, de mon expérience d'éditeur, vous avez la différence entre un bon et un mauvais rapport de référie. Parce qu'un bon rapport de référie, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui a complètement compris l'article, qui est capable de le résumer de façon claire, souvent plus claire que l'auteur lui-même, qui a trouvé des erreurs que l'auteur n'avait pas trouvées, qui aussi fait des commentaires souvent. Un bon rapport de référie, il ajoute, il explique à l'auteur, mais vous savez, vous auriez aussi pu faire ça, vous auriez pu... Voilà, et il peut même penser à des applications auxquelles l'auteur ne pensait pas. Donc, un bon rapport de référie, c'est génial. Et donc, ça mérite publication. Donc, le comité éditorial, s'il voit des bons rapports de référie, il les sélectionne.
de mon idée, le peer reviewing à ce stade, on le fait anonyme. C'est-à-dire que quand vous avez un article qui est sur le web, qui est pour être peer reviewé, je serai aussi pour anonymiser aussi le nom des auteurs. On met juste l'article en ligne, anonyme. Un nouvel article, on demande aux gens de le commenter. Les gens le commentent, ils le commentent anonymement. Mais le comité éditorial sait qui est qui, vous voyez? Mais c'est simplement la partie publique est mise anonyme. Et quand on prend la décision d'accepter l'article, bon, c'est désanonymisé pour les auteurs, mais comme on sélectionne un ou deux très bons rapports de référie, là on contacte l'auteur, les auteurs des rapports, on leur dit est-ce que vous acceptez d'être publié? Si oui, est-ce que vous voulez rester anonyme ou est-ce que vous voulez être désanonymisé? Et mon rêve, c'est que il y a des jeunes qui n'ont pas encore écrit d'article, mais qui ont fait des super rapports de référie où ils se font connaître parce qu'ils ils se sont fait les dents ils ont trouvé des fautes dans un article et ils ont amélioré un article, ils ont fait quelque chose. Donc ça sera possible quand on aura les plateformes. Et les plateformes, il faudra faire de l'innovation, il faudra avec ça inventer les nouveaux moyens de publier. Et après, ça va beaucoup changer, mais ça sera à vous de le faire.